Bonsoir et bienvenue à tous. Quelle est la situation des droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui? Comme vous le savez, on a célébré hier, 10 décembre, la Journée mondiale des droits de l'homme. Chaque année, on s'en souvient pour se rappeler le jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une excellente occasion de s'arrêter pour évaluer la situation des droits de l'homme dans notre pays, notamment dans un contexte marqué par les violences de toutes sortes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, sans oublier l'extrême nord où Boko Haram n'a pas fini de sévir. Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau de Centre le débat. Ce soir, Maître Louis-Bernard Thieugueux, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui auront l'occasion de partager avec nous cet après-midi. Le spécial 237. Voilà, vous êtes avocat au barreau du Cameroun donc et vous êtes très actif dans les questions des droits de l'homme. Merci infiniment d'être là pour échanger avec nous sur cette thématique. Samuel Tam, bonsoir. Bonsoir Duval. Vous êtes juriste de formation et vous êtes chef de projet à l'ONG Un Monde Avenir. C'est exact. C'est une ONG qui travaille sur les questions de citoyenneté, de démocratie et de droits de l'homme. Oui, c'est exact. Voilà. Vous avez donc la parole à garder, Samuel Tam. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, de façon globale, s'il faut revenir un tout petit peu sur l'historique, à quel moment commence-t-on à parler de droits de l'homme dans le monde, avant de revenir dans le cas spécifique du Cameroun? Merci beaucoup. C'est vrai que les droits de l'homme, il est difficile de situer les droits de l'homme dans le temps. Parce que ce soit philosophiquement parlant, c'est depuis la nuit des temps qu'on parle des droits de l'homme. Mais sur le plan mais ces droits ont pris un grand tournant. Mais alors un tournant tout à fait rapide après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, vous savez bien qu'il y a eu des exactions, des violences énormes. Par exemple, sur les Juifs qui ont été gazifiés à travers ce grand crime contre l'humanité, cette guerre qui a créé près de 2 millions à 3 millions de morts ou plus, cette guerre qui a carrément détruit l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et le monde a dit plus jamais ça. C'est à partir de là que les premiers instruments internationaux ont commencé à avoir lieu à travers, sous l'égide des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, en 1945. Et effectivement, si vous regardez bien, c'est à cette année-là qu'est née la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était juste une simple déclaration, mais elle posait déjà les jalons de la nouvelle vision mondiale, de la nouvelle géopolitique mondiale. Ça veut dire que au lieu que la nouvelle philosophie également du monde, parce que si vous regardez bien la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration protège l'humain en lieu et place de la communauté. Ça veut dire qu'on préserve l'humain, les droits de l'humain individuel des personnes. Ces droits peuvent être c'était d'abord des droits civils et politiques pour la plupart. Donc les droits, la liberté d'aller et venir, la liberté de manifester, le droit de ne pas subir des tortures, et j'en passe. Tous ces droits-là ont été reconnus, mais sauf que la déclaration, nous allons y revenir peut-être plus tard, sauf que la déclaration n'était pas contraignante, mais posait déjà les jalons et elle interdisait déjà les États à ne plus se prévaloir de leur souveraineté pour violer les droits de l'homme. Et c'est à ce moment que c'est justement cet aspect-là qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'à quel moment est-ce qu'on parle de souveraineté des États? Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la souveraineté d'État, la sécurité collective de façon globale et la question de la gestion des droits de l'homme? Et c'est cela qui va davantage nous intéresser dans le cadre de cette émission. Alors, Louis-Bernard Thieugueux, sur cette question-là, il y a peut-être un ou deux autres détails qu'il faudrait ajouter.
Samuel Eto'o a insisté sur l'origine même, en pointant le curseur sur la Seconde Guerre mondiale, qui a été le théâtre de violents affrontements entre des groupes bien rangés. On va pas revenir sur cette bataille entre le bloc fasciste et le bloc des démocraties entre 1939 et 1945, avec notamment, comme il a d'ailleurs souligné, les violences qui ont été perpétrées contre notamment les Juifs. Des millions de Juifs ont été tués dans le cadre de cette guerre-là. Et selon Samuel Eto'o et beaucoup d'autres analystes, c'est cela qui inspire la communauté internationale, qui décide de mettre en place une structure ou une organisation, en tout cas un instrument pour la protection des droits de l'homme. Merci Duval. Je voudrais dire que la question des droits de l'homme est née depuis le premier jour que Dieu a eu l'inspiration qui lui appartenait de créer l'homme. Parce que le passage le plus simple que tout être humain connaît en ce qui concerne l'existence de cet être suprême, c'est que Dieu créa l'homme, il le plaça dans un jardin, il lui donna la liberté de se mouvoir dans un système, il lui donna la plénitude d'être maître et régner dans cet espace. Et ce jardin d'Éden, que certains pensent qu'il existe quelque part, c'est la terre. Vous comprenez que la question de liberté n'est pas une création qu'on peut donner un point de départ, sauf depuis le premier jour de la création. L'homme est né avec ses libertés. Le Créateur lui-même, dans ses premières paroles, où il installe l'homme dans le jardin d'Éden, il lui dit, vous avez la liberté de régner en maître dans ce jardin. Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. C'est pour dire que l'homme n'est pas allé chercher cette liberté inhérente à sa personne quelque part. Il est né avec cette liberté. Et sur la genèse de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies peut être considérée et est considérée comme la manière forte avec laquelle les États regroupés autour de l'ONU se sont regardés droit dans les yeux et se sont posé la question. Nous sortons d'où après ces atrocités, ces actes de barbarie de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale? Sommes-nous devenus des animaux appelés à nous manger, à nous détruire à travers le fruit de notre intelligence? Et lorsque je parle du fruit de l'intelligence, je regarde encore les événements de Nagasaki et Hiroshima, où la bombe atomique a eu l'occasion d'être expérimentée, qui a laissé des séquelles, et qui a encore laissé des séquelles qui se font sentir jusqu'à ce jour. Les Nations Unies, à travers la Charte des Nations Unies de 1945, dont l'après-guerre, l'après-deuxième guerre mondiale, ils se sont dit, l'homme n'est plus un animal, nous devons nous donner des considérations. Alors, le co-panéliste l'a si très bien introduit, parce que dans le préambule de cette charte, c'est l'interdiction aux États. Parce que les deux premières guerres naissent de la question de supériorité entre États. L'interdiction à un État de se croire supérieur, disposant d'un pouvoir d'agir sans réserve et sans retenue contre son semblable, fût-il un État faible, fût-il un État déprimé, fût-il un État sur la colonisation. Les États-Unis, l'ensemble des États membres à cette époque ont donc donné le signal en signant cette charte. Quelques années après, ils ont compris qu'il fallait passer de la charte à une déclaration. La déclaration est un peu plus forte que la charte, parce qu'elle apporte un peu plus, elle se démarque. Les sanctions, la charte ne prévoyait pas de sanctions. Mais lorsque nous embrayons avec la déclaration universelle, il y a des garde-fous qui deviennent un peu plus contraignants contre les États, parce que la personne humaine a été mise au centre de l'activité humaine sur Terre. Les États ont compris qu'ils n'étaient non plus là pour détruire l'homme, son semblable, mais plutôt le protéger, pour lui donner une certaine dignité, pour lui donner une certaine humanité, pour lui donner sa considération naturelle sur Terre.
Dieu n'était pas fou pour créer les hommes et à côté les animaux. Avant de revenir sur cette différence que vous semblez bien noter entre la charte au départ, puis la déclaration par la suite, qui a un caractère un peu plus poussé ou contraignant, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu. Lui, il a fixé le curseur sur la Seconde Guerre mondiale et vous avez insisté là-dessus, mais en indiquant que cela commence longtemps avant. Alors, si vous dites que ça commence longtemps avant, ça veut dire qu'on peut assimiler les droits de l'homme aux libertés. Droits de l'homme et liberté se font un enchevêtrement. C'est difficile de les dissocier. C'est difficile de les dissocier. Dissocier pourquoi? Parce que droits de l'homme, à un moment, lorsque vous les exercez, vous les réclamez sur une forme de liberté. Et c'est pourquoi dissocier droits de l'homme et liberté demeure toujours une gymnastique très difficile à distinguer. Parce que le fondement et l'acteur principal qui est au centre de tout, c'est l'homme. Comment l'homme peut-il choisir, considérer une partie de ce qui lui revient comme un droit ou comme un avantage, de lui accorder une différence par rapport à l'autre? Je voudrais préciser, par l'exemple le plus simple, le droit à la vie. C'est un droit inhérent à la personne humaine. C'est pour ça qu'on l'appelle droit de l'homme. Les libertés qui viennent sont inclus dans la vie. Parce qu'un homme qui doit vivre doit avoir une certaine liberté. Vous ne pouvez pas demander à un homme de vivre et l'empêcher de jouir d'une certaine liberté. Les libertés sont des connotations que l'on donne à la considération humaine. Parce que le droit à la vie, c'est un droit lié à la personne humaine. Alors, on ne peut pas dire qu'on loue la vie quelque part, puisque l'homme naît déjà avec ce droit suprême et que personne ne peut lui retirer. Alors, de ce point de vue, Maître Thieugue, il faut donc associer liberté et droits de l'homme, en refaisant donc l'historique des droits de l'homme ou des libertés, il y a un certain nombre de faits historiques importants qu'il faut donc peut-être de ce point de vue souligner. On parle très souvent de la Grande Charte. Oui, la Grande Charte. Ou encore de l'Habeas Corpus. L'Habeas Corpus. Quand vous rentrez dans la Grande Charte, vous rentrez dans l'Habeas Corpus. Tous ces deux instruments légaux pris par les Nations Unies ou par les organismes internationaux ont un seul objet au centre de tout cela, l'homme. Améliorer les conditions de vie de l'homme, lui accorder une dignité et le bien-être, un bon épanouissement. C'est pour ça qu'il dit que faire une différence entre un droit et une liberté, c'est très difficile parce que c'est le même acteur. Et c'est pourquoi, à un moment, l'acteur ne sait plus dissocier ce qu'il ne peut pas faire dans ce qu'il peut faire. Et c'est pour ça que les canaux réglementaires sont pris pour orienter, canaliser, façonner de manière que l'exercice d'un droit ne devient pas un obstacle à un autre droit. Alors, Samuel Tan, il parle des canaux. Cela nous amène forcément sur le terrain des instruments ou des mécanismes. Le tout, ce n'est pas de mettre en place une charte ou de créer ou de mettre en place une déclaration. Il y a bien évidemment des mécanismes qu'il faut mettre en place pour encadrer cette charte ou cette déclaration, pour s'assurer qu'effectivement, je veux dire, les droits qu'on veut promouvoir seront effectivement respectés. Dans le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme, comment cela s'est opéré? Alors, merci beaucoup pour votre question. Il y a un grand débat aujourd'hui sur la question de la protection des droits de l'homme. Parce que on est quitté de la normativité. Ça veut dire que le fait de prévoir la garantie, quand on parle de la garantie, c'est le fait de prévoir une norme dans un texte. Parce que, peut-être pour revenir un peu sur ce que Maître a dit, pour aller dans le même sens que Maître a dit, les droits de l'homme sont des revendications politiques. Ça veut dire qu'au départ, les droits de l'homme n'ont pas été reconnus tant que tel par le droit positif. C'est pour ça qu'il a tenu à revenir au passé. C'est avec le temps que ces revendications politiques qui, à un moment donné, naissaient d'une certaine vision des droits naturels, jus naturalis, la vision chrétienne, beaucoup plus par l'Église, et la vision et d'autres formes de vision philosophique,
ont été de plus en plus considérés et incorporés à l'intérieur du dispositif non normatif. Ça, c'est très important à souligner. Alors, maintenant, il y a eu une évolution. Nous sommes quittés de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui n'était pas obligatoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait des droits de l'homme qui existaient, voyez-vous, dans des textes, mais où le pouvoir ne se sentait pas contraint de les respecter, parce que, comme Maître vous l'a dit, pour que le pouvoir soit contraint de liberté, il faut d'abord que ce texte-là soit prévu. Ensuite, il faut qu'il y ait une sanction. Alors, si à un moment donné, il n'existe pas de sanction, ce n'est plus un droit en tant que tel. En tout cas, ça ne peut pas, parce que ça ne peut pas être. L'effet, l'absence de contrainte enlève déjà à la substance même du fondement même du droit, parce que, comme dit beaucoup de grands auteurs, tels que Hans Kelsen, c'est ça qui différencie, c'est cette coercition, c'est cette contrainte qui permet de distinguer, de faire un distinguo entre ce qui est une norme juridique et des autres normes. Donc, il y a eu une évolution. Et cette évolution-là, il faut bien le souligner, peut-être pour compléter ce que Maître a dit, c'est que ça s'est fait de haute lutte. Parce que ce sont des revendications politiques qui ont fait de haute lutte. Peut-être juste pour faire une petite parenthèse, les femmes ont eu le droit de voter en France vers les années 40. Vous voyez bien que la France, qui est vue comme un peuple de démocratie, ce n'est que il y a moins de 80 ans, ou moins de 70 ans, que les droits. Et le suffrage universel, même en Europe, est venu à peu près à cette période, vers les années 1900, après montant jusqu'au milieu du XXe siècle. Vous voyez bien que c'est de haute lutte. Et même jusque-là, il y a même une question d'effectivité, même de cela. Alors, donc, on a évolué, donc, à cause de ces luttes, on est allé de la déclaration des droits de l'homme, qui n'était pas aussi contraignante, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'une déclaration, même si aujourd'hui la déclaration universelle des droits de l'homme, là je peux entrer dans le même sens abonder dans le même sens que Maître, la déclaration est vos coutumes internationales. C'est une coutume. La coutume peut, à un moment donné, la Cour internationale de justice qui tranche les litiges entre les États, ou bien on peut, sur le plan du droit interne et même du droit international, citer la déclaration. Mais il n'y a pas une juridiction qui a été adossée directement pour sanctionner les États au cas où, si c'est arrivé que cet État-là ne viole le droit de l'homme. Même s'il y a, comme j'ai dit qu'il y a des coutumes, ça veut dire qu'elle peut être citée, puisqu'elle a été plus fois citée par les différentes, que ce soit par le Comité des droits de l'homme, que ce soit par le Conseil, que ce soit par la Commission africaine des droits de l'homme, même en droit interne, même si quand on va revenir sur le cas du Cameroun, c'est un peu difficile parce que peut-être que Maître sera mieux pour poser ces questions. Pourquoi est-ce qu'on a du mal, nos juristes qui sont des juges, ont du mal à évoquer les normes internationales que nous avons ratifiées. Mais peut-être cela ne sont pas encore arrivés là. C'est après cela qu'on a donc adopté des pactes. Ouais. Cette rédaction des pactes, dont le pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, et le pacte international sur les droits sociaux, économiques et culturels en 1966 également, à la même année. C'était le 19 décembre. Voilà. Alors, et là, il y a eu des juridictions, par exemple pour le cas du pacte international sur les droits civils et politiques. Il y a un comité qui a été créé par le pacte pour non seulement veiller à la conformité des États au respect du contenu de ce pacte, parce que ce pacte-là a repris
à peu près l'ensemble des droits civils et politiques étaient protégés par la déclaration. C'était pour compléter les lacunes de la déclaration, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, ce comité-là a ce rôle de surveillance parce que les États doivent produire les rapports tous les 4 ans. Et en plus de ça, le comité peut sanctionner. Mais même jusque-là encore, il y a encore une insuffisance. C'est pour ça que j'ai dit la question de l'effectivité. Ça veut dire que, voyez-vous, qu'est-ce qui peut amener, par exemple, un État à obéir, à respecter? Le Cameroun, par exemple, le comité a plusieurs fois sanctionné. Il y a une criée de sanctions contre l'État du Cameroun. Est-ce que le comité a ce moyen-là? C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la question d'effectivité, on est en train, il y a des réflexions qui sont en train d'être faites. D'abord sur le plan international, par exemple, il y a les sanctions financières, il y a d'autres moyens où, par exemple, aujourd'hui, si le comité vous sanctionne, vous pouvez avoir, il y a des conséquences de ne pas, par exemple, être bien vu comme un pays qui est bien vu sur le plan international. Oui, du point de vue de l'image sur la scène internationale. Et on a donc créé aussi comment on appelle une juridiction qu'on appelle la Cour pénale internationale pour des normes impératives, parce qu'il y a quand même des crimes assez graves et odieux que la communauté internationale, bien la société internationale, si je veux dire le terme ici, n'aimerait plus vivre, comme les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Alors, ces crimes-là sont imprescriptibles et les auteurs de ces crimes individuellement, qui sont à la fois peut-être les chefs de groupes armés ou bien les chefs qui sont à la tête des États, peuvent être poursuivis et sanctionnés. C'est pour ça que vous avez vu les cas de beaucoup de chefs d'État africains ou même asiatiques. Des leaders des groupes armés. Des groupes armés qui ont été sanctionnés. Ça, c'était pour rendre un peu effectif. Et il y a même aussi d'autres mécanismes comme l'intervention humanitaire qui permet au Conseil de sécurité d'attaquer un pays, comme c'est le cas de la Libye, prendre une résolution urgente si on constate qu'il y a une violation grave des droits de l'homme. Et on l'a vu d'ailleurs, justement, parlant de ces résolutions des Nations Unies, je crois, il y a la résolution 1973 et la résolution 1975 sur la Côte d'Ivoire et sur la Libye. Voilà. Dans le cas de la Libye, il s'agissait d'établissement d'une zone d'exclusion aérienne. Voilà. Sur la Libye, qui très rapidement a évolué et est devenue une sorte d'intervention militaire de cette organisation internationale sur la Libye. Alors, je voudrais m'assurer qu'on revienne rapidement. Il a bien balisé, il a développé sur les mécanismes et les instruments de façon globale. Mais je voudrais peut-être qu'on essaie d'insister sur un aspect. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que ces instruments ont été mis en place, depuis que cette charte, depuis cette déclaration ont été établis, et ces instruments mis en place dans le sens de la promotion des droits de l'homme, si on fait le bilan depuis 1948, est-ce que vous avez le sentiment véritablement que en matière de promotion des droits de l'homme, en matière plutôt de protection des droits de l'homme, on a vraiment évolué? Vous me répondrez certainement oui, puisqu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale avec les horreurs des chambres à gaz ou, comment on dit encore ça, des fours crématoires oui. de la Seconde Guerre mondiale. Merci Duval. Je voudrais dire que après répondre à une telle inquiétude, voudrais apporter un raisonnement à deux niveaux. Dans un premier temps, répondre à une question, celle de savoir si depuis 1948, vous avez la Déclaration universelle des droits de l'homme, jusqu'aujourd'hui, a-t-on évolué crescendo dans la protection des droits de l'homme? Je dirais oui. Oui, parce que lorsque nous regardons le dispositif législatif des États membres qui ont ratifié cette Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le préambule, on reprend tout un paragraphe uniquement réservé aux droits de l'homme. Je prends le cas de notre Constitution. Toutes les libertés se retrouvent dans le préambule de notre Constitution.
toutes les libertés protégées par la Déclaration universelle ont été reprises par notre Constitution. Maintenant, à côté de cela, les États sont allés un peu plus loin en mettant à côté un système de contrôle, soit à travers le système répressif, je parle du cas du Cameroun avec le code pénal, qui vient également comme un garde-fou, soit à travers la loi de 90 sur les libertés d'association, qui essaye un peu de promouvoir d'une manière forte la liberté d'association, le droit de s'exprimer, qui sont également des libertés consacrées dans la Déclaration universelle de l'homme, puisque toutes ces libertés tendent à améliorer, à considérer, à redonner la dignité à l'homme. Alors, sur le plan institutionnel, nous on serait tenté d'affirmer sans embâche qu'il y a certes une évolution. Et à côté de cela, il y a le mouvement de protection des droits de l'homme comme des associations qui ne cessent de naître sans aucune inquiétude. Cela voudrait dire qu'on ressent la volonté du politique d'atteindre un objectif, d'atteindre l'idéal vers lequel c'est comme la cime d'un arbre où tous les regards sont pointés. On veut s'élever, on cherche les moyens par lesquels atteindre cette cime, mais on ne parvient pas. On ne parvient pas. C'est là où je chute en disant, s'il faut regarder quant à l'effectivité de la protection des droits de l'homme, c'est le jour et la nuit. L'armada juridique est là, très complet, très contraignant, mais l'application de cet armada juridique fait problème. À un moment, lorsque j'ai toujours eu à prendre ces textes, les parcourir, je me demande quelle différence y a-t-il entre avoir les textes et ne pas les appliquer. Quel avantage tire-t-on de prendre des intellectuels qui produisent des textes de protection assez limpides, assez cohérents, des textes forts, mais dans l'applicabilité, on se rend compte où c'est une volonté miraculeuse qui naît des personnes appelées à appliquer ces lois, ou c'est une malédiction. Alors, vous parlez de ces textes, je veux dire, de façon globale, sur l'étendue de la planète. Non, je veux rentrer dans l'étendue de la planète, parce que dans une disposition de la déclaration, il est prévu qu'il revient à chaque État membre de reprendre les libertés protégées dans la déclaration, dans leur ordonnancement juridique interne. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les constitutions. Soit c'est une loi spéciale comme celle de 90, qu'on a pris en 90 pour consacrer les libertés d'association après le vent de l'Est. Nous, le vent de l'Est n'était pas une invention. Lorsqu'on regarde le vent de l'Est, ça se retrouve dans la Déclaration universelle. La démocratie n'est pas une invention des pays de l'Est. À partir du moment où il est interdit aux États forts de brimer les États faibles, comme ce fut pendant la guerre mondiale, vous comprenez que l'équilibre entre les États était déjà rétabli. La démocratie vient plutôt renforcer cette liberté d'expression. Alors, quand vous parlez donc de cette inadéquation qu'on observe entre la qualité des textes, la qualité des instruments qui ont été mis en place et l'effectivité de ces droits de l'homme sur le terrain, vous attribuez ça essentiellement à quoi? Vous attribuez ça aux intérêts égoïstes, puisque vous avez indiqué que normalement, avec ces textes-là, avec ces structures-là, on était passé à un stade d'égalité entre les États, c'est-à-dire la fin, si on va le dire, de l'impérialisme, où les États forts dominaient les États faibles. Mais comment on se retrouve donc dans une situation où, malgré ces instruments, ces textes-là, on n'est pratiquement pas sorti de l'auberge? Est-ce que c'est lié à la protection des intérêts des États? Est-ce que c'est lié à l'égoïsme des États, ou c'est que les gens ont toujours du mal à se recueillir, je veux dire, à se recentrer face à un certain nombre d'appétits, que ce soit dans la géostratégie mondiale? Je voudrais dire qu'au cœur de tout ce qui nous arrive par rapport à l'effectivité de la mise en place de l'application de ces droits de l'homme, il faut regarder à plusieurs niveaux. En ce qui concerne les pays qui ont connu une certaine colonisation, à l'instar du Cameroun, à la date d'aujourd'hui, est-ce que la question d'autonomie et de liberté des États
est-elle effective pour le Cameroun dans son pouvoir de direction et de diriger le territoire? Non. Non. Nous sommes encore sur une forme de jeu colonial. Bien sûr que la puissance colonisatrice du Cameroun a certes ratifié cette déclaration universelle des droits de l'homme qui, dans son économie, donnait de l'autonomie à chaque État membre ayant ratifié la déclaration. Est-ce que ces pays nous donnent l'occasion? Ça, je ne voudrais pas répondre de ce qui ne nous concerne pas. Rentrons sur le plan national. Il y a la volonté du politique. Si le politique s'y met avec détermination, les droits de l'homme sont protégés. Pourquoi sur d'autres cieux, on fait l'effort d'être dans l'acceptable et que chez nous, même l'acceptable n'existe pas, même un commencement d'acceptabilité de protection des droits de l'homme, on ne les perçoit pas. Parce que pour le citoyen lambda, le plus petit des citoyens, lorsqu'on parle de protection des droits de l'homme, il doit le ressentir dans son quotidien, dans sa mouvance sur son territoire et dans les droits qu'il attend en provenance de l'État dont il appartient. Tant qu'un citoyen ne peut pas percevoir cela, nous allons beau chanter droits de l'homme, ça ne sera qu'un discours creux et vide. Parce que l'effectivité de cela sur le terrain ne se perçoit pas par le plus petit des Camerounais. Alors, avant de rentrer dans le cas pratique du Cameroun, Samuel Tan, de façon globale, lorsque vous observez dans le monde, est-ce que vous croyez que finalement on a eu raison de mettre en place cette déclaration universelle des droits de l'homme? Est-ce que vous avez le sentiment que les droits de l'homme sont effectivement promus à travers tous ces instruments qui ont été mis en place? Oui, il y a un effort, une volonté sur le plan international de protéger les droits de l'homme, de promouvoir et de garantir des droits de l'homme, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur le plan international, malgré quand même les divergences culturelles. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Asie, dont la Chine est en tête, n'a pas, par exemple, la même perception, la même vision des droits de l'homme que l'Europe. Alors, vous attribuez donc cette différence-là davantage à la culture. Oui, il y a malgré, c'est pour ça que je dis que ça c'est un problème, un problème quand même, un problème qui fait en sorte qu'il y a que les textes qui ont été proclamés, que la volonté de proclamation des textes, ou bien l'abondance textuelle qu'on a, normative, qu'on a sur la protection de la question des droits de l'homme, est plus une grande longueur d'avance par rapport à la culture même des droits de l'homme. Parce qu'il faut distinguer les deux. C'est pour ça que Maître parlait de l'effectivité. Ça veut dire que il y a d'un côté la garantie, ça veut dire que le fait de prévoir des textes, mais il y a maintenant la réception. Ça veut dire qu'il faut, parce que les droits de l'homme nécessitent à un moment donné le changement des individus. Quand je dis le changement des individus, c'est pour ça qu'on va parler de revendications politiques. C'est qu'il faut qu'il y ait une perception chez l'individu sur le regard que l'individu a de lui-même et des autres. Et ça crée donc, à un moment donné, c'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, chez nous, par exemple, la communauté prime sur l'individu. Je parle de l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas encore arrivés au Cameroun. Je parle de l'Afrique, des droits africains. Vous arrivez dans les droits africains. Bob Basson a écrit plusieurs documents là-dessus, plusieurs auteurs. Et voilà. Donc, vous allez constater que cette communauté-là a fait disparaître l'individu. Cheikh Anta Diop. Donc, si ça fait disparaître l'individu, ça veut dire que ce qui prime d'abord, c'est la communauté. Même si on n'oublie pas les droits de l'individu, mais ces droits de l'individu-là sont inscrits dans un groupe. Et ce groupe-là, on ne sort pas. Or, dans la conception beaucoup plus occidentale par la Russie, qui a aussi, elle aussi, en même temps, une certaine différence dans surtout les pays de l'Est.
qui n'ont pas tout la même avec le communisme, mais aussi qui ont à peu près la même perception que le nôtre, parce que chez eux aussi, c'est la mort de l'État, les droits, parce qu'ils disent que les droits de l'homme, dans leur conception, les droits de l'homme, sont beaucoup plus l'émergence d'une bourgeoisie, du capitalisme, et donc du coup cette connotation-là fait en sorte que il y a toujours cette réticence. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, c'est là où je me chuter par là, les droits de l'homme sont devenus aujourd'hui le socle des relations entre les États, dans les relations entre les États dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est la conception la plus dominante aujourd'hui. Et cela est né, comme nous avons dit dès le départ, de la chute de l'Union soviétique, de la chute du mur de Berlin et du vent de l'Est, comme tu as dit tout à l'heure. Ça fait que aujourd'hui, ceux qui tiennent les verrous sur le plan international avec les États-Unis et la conception, c'est nouveau. Les États qui n'étaient pas par le passé de première puissance mondiale ont aujourd'hui une autre vision du monde qui prime sur les droits de l'homme. Et quand on parle des droits de l'homme, et ça aussi c'est un élément important, parce que moi je suis un défenseur des droits de l'homme, parce qu'il faut bien pas entrer trop dans les questions de géopolitique, perdre parfois beaucoup les Camerounais. Les droits de l'homme, comme Maître l'a dit, c'est vraiment les droits qui sont reconnus à un être humain en tant qu'homme. Ça veut dire que le fait d'être homme, j'ai des droits. Et en plus, c'est moi qui décide de continuer le contrat social, de vivre avec les autres. Parce que c'est ça aussi la vision des droits de l'homme. Ça veut dire que dans le fondement de l'État, ce n'est pas un être humain qui naît dans un groupe, non. L'État n'existait pas avant. Ce sont des gens qui ont décidé volontairement de vivre dans un État pour avoir une vie meilleure, la conception rousseauiste. Le contrat social. Du contrat social. Donc, et cette conception aujourd'hui, la conception est aujourd'hui dans le monde, quelles que soient ces réticences culturelles, on peut le dire aujourd'hui, la conception qui prime et qui tend aujourd'hui à aller à prendre beaucoup plus de dessus aujourd'hui, c'est la conception, la protection des droits de l'homme. Et il faut savoir peut-être que dans les droits de l'homme, il y a aussi plusieurs générations des droits de l'homme. Les droits de l'homme, la première génération, comme on a parlé des droits civils et politiques, qui protègent l'individu. Surtout les droits politiques permettent beaucoup plus à l'homme de s'exprimer, voilà. Et les droits sociaux, culturels, économiques qui protègent beaucoup plus les conditions humaines dans lesquelles se situe l'homme. Ça veut dire qu'on suppose que tous les hommes ne sont pas nés avec les mêmes appareils, déjà même sur ce plateau. Voilà, si on te voit du Val, voilà, tu as un potentiel physique, et je ne suis pas sûr que si on nous met là dans un terrain de boxe, je suis sûr que vous, même nous deux, vous nous répondez. C'est juste une blague. Donc voilà, du répondant. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est que la conception. Oui, il y a des inégalités. Ces inégalités-là, voilà, tous les droits. Et maintenant, il y a les droits des peuples, comme Maître l'a dit, qui sont nés des années 50, beaucoup plus, ou avec l'Asie, en Asie beaucoup plus, et en Afrique, ils disent, nous ne voulons plus de l'impérialisme, nous voulons par exemple la souveraineté sur nos ressources naturelles, le droit de disposer de nous-mêmes. Voilà. Donc il faut tous ce bloc-là entre dans les droits de l'homme. Et c'est ces trois catégories-là qui font aujourd'hui que tous les peuples du monde se reconnaissent dans les droits de l'homme, même si il y a ces différentes générations-là. Mais ce socle-là fait en sorte qu'aujourd'hui, dans les rapports humains, aujourd'hui, les droits de l'homme sont... Alors, Maître, lorsqu'on parle des droits de l'homme, très souvent on écoute à la radio, on regarde à la télé et on entend très souvent dans les rapports, non, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans X ou Y pays. Alors, lorsqu'on entend ça, cela veut dire quoi de façon concrète, de façon précise? Ça renvoie à quoi? Merci Duval. Il s'agit du résumé d'une action menée soit par un organisme, soit par un observatoire des droits de l'homme qui a passé du temps à observer
l'effectivité de la protection d'un certain nombre de droits bien précis pendant une période donnée et qui a même de temps en temps procédé à des sondages d'opinion auprès des personnes protégées par ces droits, visées par ces droits, les personnes visées par ces droits, comme la liberté d'aller et venir. Lorsqu'on vient en Afrique centrale, on parle de cette liberté d'aller et venir, on vous dit pour aller au Gabon, vous devez avoir le visa. Première question. L'homme qui a cette liberté depuis sa création dans le jardin d'Éden d'aller et venir, peut-il jouir de cette liberté telle qu'il l'entend et comme il veut? Lorsqu'on regarde nos frères africains, la liberté d'aller et venir, ils disent qu'ils s'en vont en Europe. Ils vont mourir à l'enclave de Melilla, dans les embarcations de fortune, parce qu'on veut aller en Europe. Est-ce que le droit inhérent à ces Africains, appelé le droit d'aller et de venir, parce que c'est la liberté de se mouvoir, inhérent à la personne humaine, est-ce que ces droits-là sont protégés? Nous disons non. C'est l'ensemble des observations dans des cas pathétiques. Lorsqu'on rentre dans nos cellules, la liberté de se faire assister par un conseil, la liberté de repos entre les auditions. Lorsqu'on constate que les OPJ ne les respectent pas, l'observatoire fait la synthèse. Et lorsque ça ne va pas, je suis très d'accord avec cet observatoire de crier haut et fort que ces droits de l'homme sont violés. Parce que un philosophe très fort avait dit: les lois étaient faites pour être violées car elles ne crient pas. Et si les lois ne crient pas d'elles-mêmes qu'elles sont violées, il revient à l'homme pour qui ces lois ont été faites de crier, de tonner, de gesticuler haut et fort pour que ces droits soient respectés. Donc ce n'est pas une invention, mais c'est une réalité. Certes, dans l'appréciation, il va de soi que chaque personne, dans sa vision de la violation du droit, apporte une appréciation qui est saine, parce qu'il n'existe pas un catalogue international. On dit que la violation de la liberté d'aller et venir pour être constatée doit atteindre tel seuil ou tel seuil pour qu'on déclare. Comprenez qu'il y a de l'abstraction. Et l'appréciation du droit violé dépend de la personne et du regard de la personne. Je parle, vous comprenez de quoi je parle, du regard de la personne et du sens du vent qui souffle où il est placé. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie justement cette différence de perception qu'on observe quand on produit par exemple un rapport sur l'état des droits de l'homme, si on prend le cas du Cameroun, pendant que l'organisme qui a produit le rapport estime que les faits collectés sur le terrain correspondent exactement à ce qui est transcrit. Vous avez également en même temps le gouvernement parfois qui estime qu'il y a des exagérations ou qu'il y a un certain nombre de faits qui ne sont pas tout à fait justifiés, tout ça. Est-ce que ce n'est pas justement cette différence de perception qui justifie cette polémique qu'on observe très souvent autour de ces rapports sur les droits de l'homme? Cette différence de perception ne manquera jamais d'exister dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Vous avez en face de vous un politique qui a une vision, une conception et un chemin tracé par lequel il estime atteindre un objectif concernant la protection des droits de l'homme sur son territoire. De l'autre côté, nous avons les ONG qui sont des observateurs, porteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans leur dernier démembrement. Ils ne peuvent pas naviguer dans le même sens. Parce que un est un contrepoids de l'autre. Et c'est chaque fois qu'on tire la sonnette d'alarme que telle loi est violée, que le politique se réveille et pose un acte d'amélioration. Je vais prendre l'exemple le plus simple. Avec le dernier code pénal camerounais, l'obligation de se faire assister par un conseil. Depuis 2007, cette disposition existe dans notre ordonnancement juridique, dans notre code de procédure pénale. Et c'est une obligation faite à l'officier de police judiciaire de dire au suspect qu'il a l'obligation de se faire assister par un conseil avant toute audition. Ça a été très difficile depuis 2007 pour que ça rentre dans les habitudes, puisque avant 2007, les habitudes criardes
qui ont fait l'objet de plusieurs rapports au Cameroun en ce qui concerne la liberté de se faire assister d'un conseil, la liberté à un procès juste et équitable, la liberté des moyens de preuve à toutes les instances où vous trouvez, n'était pas respectée. Mais depuis 2007, avec la volonté de l'État et les dénonciations des ONG, je précise bien les dénonciations. Et c'est pour ça que je dis que les ONG chargées du contrôle de l'effectivité de la protection de ces droits de l'homme ne peuvent aucunement naviguer dans le même sens de courant avec le politique. Parce que c'est le garde-fou. Lorsque vous débordez la limite qu'il ne faut pas, ça sonne comme une sirène. Et c'est en ce moment que le politique dit « je suis allé au-delà de ce qu'il ne faut pas ». Et très rapidement. C'est pour ça que chaque fois que la Commission nationale des droits de l'homme est appelée à déposer son rapport, dans les minutes qui suivent, le politique monte au créneau pour dire le rapport a été fait dans ce sens. Mais la réalité, au fond, ont-ils recoupé l'information pour vérifier les actes dénoncés par ces ONG sur le terrain tels qu'ils se sont passés? Ça, c'est la question. Cette polémique-là, de votre point de vue, tient à quoi, Samuel Tan? On voit très souvent qu'il y a des rapports qui sont faits par des organisations, très souvent quand c'est des organisations internationales. Si on reste sur le cas du Cameroun, les rapports sont contestés, le gouvernement monte au créneau pour dénoncer, je veux dire quoi, un rapport truqué ou biaisé, accusant parfois même ces organisations-là de tenter de déstabiliser à travers ces rapports. Mais il y a aussi qu'au niveau même du Cameroun, il y a des organisations comme la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, et qui est d'ailleurs, je crois, en train d'être reformée, restructurée à travers, il y a un certain nombre de textes qui ont été proposés dans le sens de structurer cette commission-là. Cela tient à quoi, cette polémique-là? Maître Diegueux a insisté sur le fait que c'est normal, puisqu'il y a un brin de subjectivité chaque fois qui guide l'appréciation. C'est votre point de vue? Je ne suis pas totalement d'accord avec Maître, même si je partage entièrement la méthodologie, la méthode qu'il a utilisée. Parce que lui, il se base sur l'observation, du jeu des rapports entre ces deux institutions, entre cette institution informelle, bien formelle, oui, puisque je connais pas la loi, qui sont les ONG, les institutions nationales de protection des droits de l'homme, telles que la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, voilà, et l'État et leur gouvernement. Voilà. Moi, je vais beaucoup plus mettre l'accent ici sur les lois. Et là, sur ce point aussi, je sais que Maître aussi sera d'accord avec moi. Parce que c'est ça qui fait le juridisme. C'est que vous prenez un engagement international, vous prenez un texte, alors vous soumettez à ce texte. C'est ça qui fait ça le principe même de l'état de droit. Ça veut dire que si l'État ne peut pas respecter ses engagements internationaux et même nationaux, alors il y a un problème sur la question de l'état de droit. Et là où le bas blesse, c'est qu'en plus de ce fait-là, c'est qu'on a du mal à les mécanismes de sanction. Parce que c'est ça l'état de droit, le troisième principe de l'état de droit, parce qu'il y a plusieurs principes: l'élection libre et transparente, la séparation des pouvoirs et enfin maintenant le respect des droits de l'homme. Par exemple, le reste d'art qu'on parle de l'état de droit, c'est le fait que l'État se soumet lui-même à son propre droit. Parce que le principe même du plan, sur le plan international, parce que ça aussi, et je regrette malheureusement sur l'état d'esprit, parce que j'évoque l'état d'esprit parfois de certaines personnes que nous suivons parfois à la télé et tout ça,
qui vient dire parfois des choses aux citoyens qui est là, qui n'a pas peut-être la même capacité de comprendre les choses. Non, on critique, on fait ceci, on fait ceci. Le droit international, Maître a évoqué l'achat tout à l'heure, a évoqué sur la théorie volontariste. Rien ne contraint un État de dire que moi, cette disposition, si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas prêt. Il y a même des réserves sur le plan international. Et je peux vous dire que la plupart des conventions internationales ratifiées par le Cameroun n'ont pas de réserves. Vous pouvez aller vérifier. Il n'y a pas de réserve. C'est vrai qu'il y a certains qu'on ne permet pas de réserve. Mais mieux vaut dire que je ne signe pas. Mieux vaut dire qu'en droit interne, aujourd'hui, si on regarde la composition sociopolitique du Cameroun, depuis au moins les 30 dernières années, ou les 40 dernières années, on a un pouvoir majoritaire. Ça veut dire clairement qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir gouvernant qui est actuellement là, qui prend les lois. Et il n'y a aucun moyen permettant à l'opposition jusqu'ici n'a pas encore eu un moyen d'avoir un contre-pouvoir. Donc ça veut dire que s'il y a des lois, par exemple les lois de 90, la loi sur la liberté d'association, la loi sur la manifestation, la loi sur le maintien de l'ordre, toutes ces libertés publiques dont on parlait tout à l'heure, la loi sur la communication et tout ça, le gouvernement les a prises. Et je peux vous dire, comme Maître l'a dit tout à l'heure, même sur le code pénal, on a l'impression qu'il y a une volonté audacieuse. Même je vais m'aller au-delà de ce que Maître a dit. Il y a une volonté audacieuse de vouloir promouvoir les droits de l'homme. Mais lorsqu'on revient dans la pratique, et même sur le point de vue, on constate qu'il y a un revirement. Avant même d'arriver à la pratique, vous allez trouver qu'au fur et à mesure du temps, on a tendance qu'il y a un retour prévalable. Parce que quand je vous prends les textes qui sont là, dont je viens de vous citer, vous allez voir une autre loi en 2014 à cause de la loi antiterroriste qui désubstantialise clairement les acquis qui ont été accordés aux citoyens à travers les différentes lois, les différents textes de loi et la Constitution. Parce que, bien évidemment, on est quand même tout à fait étonné qu'un simple citoyen, pour le simple fait d'avoir marché, se retrouve devant un tribunal militaire. Ça c'est vraiment... ne rentrons même pas sur le juridisme. Restons sur le point de vue objectif. Comment quelqu'un qui n'a pas de machette, qui nous menace, il marche, et à contrario, vous trouvez, même vous sortez là maintenant, vous trouvez des gens qui bloquent même des routes pour les commémorations culturelles, les deuils, je respecte les morts, de tout ça, mais qui ne sont pas inquiétés, parfois qui n'ont même pas besoin d'aller demander de déclarer, même ce n'est pas le régime d'autorisation, la déclaration. Mais il suffit tout simplement qu'il y ait une manifestation publique pour qu'on ait tout un dispositif et une interdiction. Et ça, c'est sur le point de vue textuel. Vous avez quand même aussi sur le point de vue, maintenant dans la pratique, je vais chuter par là, peut-être en une ou 2 minutes. Moi, je me base sur des faits. Vous avez quand même une loi sur les manifestations publiques de 1990 qui dit que le principe, c'est la déclaration. Le sous-préfet ne peut que interdire, s'il arrive qu'il y ait trouble grave à l'ordre public, le sous-préfet peut soit délocaliser le lieu où se trouve la manifestation ou l'interdire à deux géants. Mais le fait qu'il y ait ce vide juridique, cette flexibilité, ça a permis au sous-préfet vraiment de verrouiller, lui, la loi. Parce qu'effectivement, vous allez trouver que systématiquement,
les manifestations publiques et les réunions publiques des partis politiques ou bien des autres organisations qui sont par exemple, surtout pour les partis politiques, si on reste sur le cas, parce que je me base sur le rapport de la commission des barreaux des droits de l'homme, systématiquement on a à peu près, je prends sur des faits, depuis depuis les élections du 7 octobre jusqu'à nos jours, on a 50 déclarations de manifestations et toutes ont été interdites. Mais à contrario, quand même, vous avez quand même d'autres partis qui, partis au pouvoir et d'autres partis alliés, qui manifestent tranquillement. Et là, vous avez encore d'autres entraves, c'est que une fois même quand vous allez sur le plan judiciaire, ce que Maître a dit tout à l'heure, vous avez des lenteurs avec des renvois et des renvois et des renvois, parce que il y a un problème d'indépendance et d'impartialité des magistrats au détriment de la loi. Et enfin, vous avez quand même aussi la loi sur le maintien de l'ordre, où on permet au sous-préfet, par exemple, de faire des détentions administratives pour le grand banditisme. Malheureusement, on trouve que pour les simples manifestations publiques, on a étendu. Tout cela, malheureusement, chez Duval, a pour conséquence de non seulement de désubstantialiser, de ramener notre démocratie à un état, comment on appelle ça, il y a un régime de... il y a un régime policier. Et deuxièmement, ça désubstantialise aussi non seulement les lois, le contenu des lois, des bonnes lois, comme nous avons fait le code pénal, le code de procédure pénale et tous ces textes que je venais de citer tout à l'heure, la constitution du Cameroun, qui elle aussi a une très bonne, même plus en avance que la France, et ça je le dis avec ici. Et en même temps aussi, ça désocialise aussi du côté du pouvoir des normes internationales que nous avons signées. Parce que comment on peut quand même admettre, c'est là je suis finalement par là, que le président de la République prenne des dispositions, des conventions internationales, lui qui représente le Cameroun entier, à qui on a délégué la souveraineté. Mais en bas, vous avez des gens qui sont nommés par lui, qui ont quand même la possibilité de désubstantialiser, de remettre en cause ce que lui il a pris au-dessus, comme en tant que celui qui est délégataire de la souveraineté. Alors, lorsqu'on regarde tous ces exemples que Samuel t'en prend, Maître Lubernat Tchegueux, on a le sentiment effectivement qu'il y a comme une sorte de reculade, parce qu'il a évoqué notamment la loi antiterroriste qui a été très souvent citée, notamment par les partis politiques de l'opposition. Il a parlé de ces marches interdites par l'autorité administrative en violation flagrante de la loi, ou si vous voulez des textes internationaux ratifiés par le Cameroun. Mais alors, si on plaçait tout cela dans le contexte de l'insécurité ou des violences qu'il y a par exemple dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou encore dans le contexte de l'insécurité qui est vécue dans l'extrême nord du Cameroun avec ces violences qui sont perpétrées par la secte islamiste Boko Haram, est-ce qu'on ne comprendrait pas mieux cette loi, par exemple, antiterroriste, qui est considérée par Samuel Tan et beaucoup d'autres comme une sorte de rétropédalage par rapport à l'avancée qu'on a obtenue sur les questions de droits de l'homme? Merci Duval. Lorsque nous regardons avec beaucoup de minutie l'ordonnancement juridique sur le terrorisme, sur le grand banditisme, ça me donne les sueurs froides, parce que j'ai toujours ce triste mémoire dans la tête. Et ce triste souvenir me revient toujours chaque fois que je revois la loi contre le terrorisme. L'exécution du jeune Nana qui, dans les années 72, après la loi sur le grand banditisme,
a été exécuté après une navette judiciaire. Parce qu'il l'avait escaladé par une fenêtre, il a volé 300 francs. Cette décision a connu le tour des cours d'appel et c'est revenu à la cour d'appel de Garoua qui a décidé que le jeune Nana devait être exécuté, il devait subir la peine de mort. On a appelé ça à l'époque la folie du législateur. Le législateur est allé au-delà parce que la protection des intérêts en présence ne permettait pas que l'on pense que pour 300 francs, on aille jusqu'à supprimer une vie. Lorsqu'on revient sur la protection du terrorisme, certes, d'entrée de jeu, lorsqu'on regarde les atrocités perpétrées dans le Grand Nord par la secte terroriste Boko Haram, dans un premier temps, on se dit que la loi sied au cadre. Mais lorsque nous, les abolitionnistes de la peine de mort, nous regardons avec beaucoup de minutie cette loi, nous constatons qu'il s'agit une fois de plus de la folie du législateur. Nous sommes allés au-delà de la protection de la vie, nous avons donné de la légitimité pour amputer une vie. Ce qui est un contraste, mais vous ne pouvez pas protéger une valeur suprême, qui est la vie humaine, en supprimant une autre vie que vous avez déjà perdue. Certes, les atrocités sont violentes, cruelles, inexplicables, mais on se devait trouver d'autres moyens palliatifs autres que la peine de mort, qui est comme la sanction suprême infligée aux terroristes. Cette loi arrive à point nommé. Certes, pour le législateur, c'était la dissuasion. Et je me pose la question, nous sommes déjà à près de 4 ans de l'existence de cette loi. Le terrorisme dans le nord Cameroun a-t-il régressé d'un cran ou les terroristes ont changé de méthode de fonctionnement? S'il faut répondre à cette question, peut-être dans la version première, on ne les voit plus agir comme c'était le plus souvent, mais les terroristes sont toujours là. Est-ce que la loi antiterroriste a porté ses fruits? Est-ce que le législateur, dans son intention de dissuader et de décourager, a-t-il atteint l'objectif visé? Il faudra encore mieux réfléchir. Cette loi, certes, elle est dans l'intention du législateur dissuasif, mais est-ce qu'elle porte ses fruits sur le terrain? N'existe-t-il pas une autre méthode alternative pour mettre un terme à ce terrorisme qu'à travers la sévérité de cette loi? C'est la même chose que nos dispositions légales contre le détournement des deniers publics. Avec la sévérité des sanctions, les détenus ont-ils régressé d'un cran? Sans embâche, je dis non. Ils ont plutôt développé d'autres méthodes. Ce qui voudrait dire, en prenant l'exemple sur cette disposition très vieille, même avec le fait de créer un criminel spécial pour les détourneurs de fonds de deniers publics. L'exercice de ce sport dangereux, parce que pour moi le détournement du denier public est devenu un sport au Cameroun. C'est un sport très dangereux où les gens se trouvent plus à l'aise dans ce sport que d'éviter de le pratiquer. Parce qu'il est inadmissible et inconcevable que dans un département ministériel où un ministre est déposé pour détournement de deniers publics, on nomme un remplaçant qui demain aussi est poursuivi pour le détournement de deniers publics. D'une chose ou l'autre, le législateur a-t-il atteint son objectif à travers cette loi? Nous disons non. Nous disons non. Et c'est l'occasion pour nous, pour moi, une fois de plus, qu'il faille interpeller le politique de revoir la protection de ces deniers publics, qui n'est pas loin de la protection des droits de l'homme, parce que ces deniers publics ont une seule personne au centre, l'être humain, l'homme. C'est pour ça qu'on a appelé deniers publics, parce que ce n'est pas la chose d'un individu, c'est la chose de tout être humain. Vous comprenez que la non-régression de cette infraction sur notre territoire national
porte une entrave, liberté, aux droits de l'homme. Alors là, vous avez, on a évoqué le cas de l'extrême nord avec Boko Haram, mais il y a également la crise sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Est-ce que ce contexte particulier ne veut pas justifier à un moment donné la restriction des libertés ou de certaines libertés? La restriction des libertés, certes, Duval, paraît être comme un chemin, mais on ne peut pas restreindre les libertés où l'acteur principal de la liberté lui-même ne prend pas conscience de ce que j'ai en face de moi, une denrée rare appelée être humain, qu'il ne doit pas être manipulé n'importe comment. Parce que c'est la considération de la dignité humaine qui devait être au centre de toutes les préoccupations. La restriction des libertés, tant que les mentalités des différents acteurs sur le territoire ne changent pas et qu'ils mettent la considération de la personne humaine au centre de leurs intérêts, que ce soit du côté des sécessionnistes, que ce soit du côté de l'armée régulière, que ce soit du côté des populations qui doivent collaborer pour qu'ensemble on trouve les voies et moyens pour sortir de cette situation, tant que l'intérêt de la vie n'est pas au centre des préoccupations de ces différents acteurs, les restrictions ne pourront pas amener les gens à comprendre. Donc il s'agit pas un problème de pression ou de restriction, mais de changement de mentalité, de réorientation de la vision des différents acteurs. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 3000 morts. Ça se raconte sur les plateaux, mais ça fait couler des larmes, Duval. Ça fait couler des larmes. Ces Camerounais qui sont morts, nous n'aurons plus un laboratoire où nous allons fabriquer ces Camerounais. Quels sont ces génies qu'ils disparaissent sans avoir eu à exploser leur génie pour leur pays? S'il y avait un marché où on devait aller acheter 3000 Camerounais, nous pouvons dire que la situation n'est pas alarmante. La douleur que je ressens devrait être partagée par tous les acteurs, parce que les gens tombent dans tous les sens. Nous avons perdu les généraux. Nos frères sécessionnistes sont tombés dans des conditions qu'on n'explique pas. Les civils innocents se trouvant à califourchon entre les deux forces en présence sont tombés. Où allons-nous remplacer cette population? Il s'agit là pour moi de demander qu'il s'agit dans un premier temps de demander aux belligérants de changer de mentalité, de considérer son semblable comme une denrée impérissable que l'on ne doit pas de son fait volontaire faire disparaître. Le dialogue, ouvrir le dialogue, échanger, parce que l'impact direct des différentes revendications, qu'elles viennent de nos frères sécessionnistes, qu'elles viennent des réactions gouvernementales, ne pourront atteindre leur objectif que si ensemble ils mettent l'homme au centre de leurs intérêts communs. Nous sommes rentrés dans la genèse de la protection des droits de l'homme en parlant des tristes événements de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Elles naissent comment? Dans les mêmes conditions de ce que nous naissons nous autres. Un conflit de supériorité. Le plus fort qui veut s'affirmer devant le plus faible qui ne veut pas affirmer qu'il est fort, qu'il est faible. Et c'est ça le conflit naissent. Lorsque le conflit atteigne un niveau, on cherche les alliés. Et le rayon ne fait que s'étendre. Et pour finir, on est arrivé à ce qu'on appelait la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc il faudrait que les partis en présence puissent revenir à de meilleurs sentiments. À de meilleurs sentiments en mettant l'homme dans sa considération première au centre de leurs préoccupations. S'ils mettent l'homme au centre de leurs préoccupations, je pense que la divergence des points de vue ne devait plus exister et les partis finiront par trouver l'issue de sortie favorable sans plus faire des pertes de vie ça et là. Alors, Samuel Tan, face à ces violences qu'on enregistre dans certaines régions de notre pays, on a parlé tout à l'heure de l'extrême nord avec la crise sécuritaire qui est entretenue par Boko Haram.
On ne va plus revenir sur les exactions qu'on a vécues, sur ces atrocités dans ces régions orchestrées donc par cette secte islamiste. Là, on a vu des gens décapités, on a vu des corps traînés, on a vu des bombes humaines avec tout ce que ça a entraîné comme bilan lourd et tout cela. Et si on revient dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a aussi observé là-bas qu'il y a eu des violences de toutes sortes. On se souvient encore de cette fillette qui a été... on ne va pas revenir sur les conditions dramatiques dans lesquelles cet enfant a été tué. On se souvient également de cette voiture piégée, cette voiture de la police piégée avec des éléments de forces de défense et de sécurité qui ont péri dans ce véhicule-là. On se souvient, il y a beaucoup d'exactions qui ont été commises. Et à un moment donné, on se demande, on est là quand même dans une situation où les droits, où le droit fondamental, le premier droit, le droit à la vie est bafoué. Et on se pose la question de savoir, finalement, si l'État a du mal à mettre un terme à cette affaire-là, est-ce qu'on ne peut pas convoquer les instruments juridiques internationaux? Est-ce qu'on ne peut pas convoquer le pouvoir ou la puissance de la communauté internationale, en tout cas d'un certain nombre d'organisations internationales de défense des droits de l'homme? Est-ce qu'on ne peut pas solliciter le soutien ou l'apport de ces structures-là pour ramener définitivement la paix et protéger définitivement ce droit qui est le droit à la vie? Merci beaucoup pour la question du Val. Sur le plan international, là, je reste sur le plan juridique, il y a effectivement des mécanismes qui permettent d'arrêter, d'amener une certaine... C'est ça qu'on appelle l'ingérence humanitaire. L'ensemble de ces mécanismes que je venais de citer tout à l'heure. Par exemple, la Cour pénale internationale avec... qui peut se saisir, même si vous n'avez pas ratifié. Ça veut dire que si vous n'avez pas ratifié, si vous avez signé et que vous n'avez pas ratifié, le Conseil de sécurité peut saisir la Cour pénale internationale et le procureur commence à mener l'enquête et vraiment se saisit. Il y a des jurisprudences là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire. Au regard des rapports d'échange, des citoyens qui sont intéressés par là, et la question aussi de la stabilité de l'ordre international. Ce qui veut qu'aujourd'hui, la question de la sécurité internationale aujourd'hui a déjà ne se limite plus au simple niveau étatique. Ce n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui, il y a d'autres, la doctrine aujourd'hui, c'est pour ça que vous allez voir des organisations internationales, vous avez vu le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine arriver ici le 26 ou 28 novembre dernier pour rencontrer le chef de l'État. Parce que c'est une question qui les préoccupe. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être... Nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Et aujourd'hui, les questions du Cameroun, typiquement du Cameroun, malgré ce que j'entends les gens dire, ne peuvent plus être exclusivement traitées et regardées parce que c'est une question d'enjeu sur le plan international, économique, même de la sécurité. Parce que si aujourd'hui, par exemple, il y a plus de guerres en Afrique, les gens vont aller vers l'Europe, vont aller vers l'Asie, vont aller vers les États-Unis, et ça va effectivement aussi entraîner, et ça va aussi jouer aussi sur les échanges internationaux plutôt. Ça va jouer sur le commerce international, ça va jouer, il y a beaucoup d'autres des questions de sécurité, tout ça. Donc voilà. Et donc il y a donc ces mécanismes que je viens de citer, mais nous ne souhaiterons pas être arrivés là. C'est pour ça que je profite de ce votre plateau pour insister sur le rôle de la société civile, qui est toujours en alerte, et même des partis politiques, et même au sein même de leur gouvernant. Il y a des gens qui en parlent. C'est pour dire que même des journalistes et tout ça, que les gens, qu'on comprenne qu'à un moment donné, comme on dit souvent, il y a un adage qui dit que
Si vous ne voulez pas que si le voisin entend des cris chez toi, tous les jours, tu boxes sur ta femme, tu piques ici, il entend, bim, et il entend quelqu'un tomber, mon ami, j'ai oublié de casser la porte. Oui, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous nous trouvons. Mais malheureusement, il ne faut pas surtout en arriver là, parce que dès lors que, sur le plan interne, il y a déjà d'autres acteurs qui arrivent, ce n'est plus vous, vous n'avez plus la souveraineté, vous n'avez plus la possibilité de vous gérer vous-même. Ni même pour le présent, ni pour l'avenir. On a vu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est aller jusqu'à la gestion des élections. Et jusqu'où l'ONU a certifié qui a gagné. Ça, c'est du droit pur. Il n'y a pas de commentaire. Ça, c'est du droit. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en arrive là? Il faut, comme Maître l'a dit, avoir ce sursaut patriotique. D'abord, et le sursaut patriotique veut dire, effectivement, ne veut pas dire je protège les institutions, mais protéger les institutions sont des hommes d'abord. Vous ne pouvez pas protéger les institutions sans les hommes. Et il faut dans cette culture, aujourd'hui, des droits de l'homme. Et ça, ce que j'ai écouté Maître avec beaucoup d'attention tout à l'heure, c'est la nécessité de la culture des droits de l'homme. Parce que nous avons des textes, de la culture des droits de l'homme. Il faut les implémenter. Et effectivement, et écouter aussi tous les autres acteurs. La question de la nord au sud-ouest, pour chuter par là, c'est une question de dialogue. Nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait d'autres organisations qui ont proposé, par exemple, une commission réconciliation de vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas dialoguer au-dessus. Il faut commencer les communes, allant même des quartiers, communes, départements, pour dialoguer avec des gens. Je vous assure que s'il y a un dialogue inclusif dans le nord ou le sud-ouest, ça va s'arrêter. Parce que ça vient de mal-être à cause de notre système, comme Maître a dit tout à l'heure, du système. Il y a l'autre qui a écrit René Dumont. L'Afrique est mal partie. Parce que lorsque les gens, là c'est important de faire ce commentaire, lorsque le colon est parti, moi j'ai eu un enseignant qui nous a dit dans un cours de 3e cycle en droit public, qui nous disait que quand le colon arrivait, il était sur le cheval et ils étaient assis, on les sortait de l'école mais ils étaient assis. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut traduire? Ça veut dire que dès que le colon est parti, et c'est ce que René Duval dit dans son livre, les gens sont substitués au colon parce qu'effectivement ils voulaient vivre ce luxe du colon. Et ça fait donc que cette petite élite administrative, économique et intellectuelle à l'époque s'est accaparée de ce bien vivre parce qu'il faut vivre au-dessus de leurs moyens, aller en Europe, tout ça, et du coup ça crée des frustrations et c'est ça aujourd'hui qui vit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les gens ne peuvent pas quand même comprendre qu'il y a quand même des gens que vous pouvez avoir fait n'importe quelle étude, avoir de quelle compétence, mais si on veut nommer tel ou tel, ça vient de telle ou telle famille. Et ce n'est pas seulement dans le cadre nord-ouest, c'est vous allez voir que dans la géopolitique camerounaise, vous allez trouver dans chaque village une élite qui est là, qui domine la vie publique et qui écrase les autres. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous continuons à dénoncer qu'à l'origine de la crise, et c'est pour ça qu'il faut un système politique et économique qui permette à tous les citoyens de pouvoir s'émanciper, de pouvoir avoir un mot à dire, de pouvoir participer à la gestion des affaires. Et ça demande effectivement une volonté de s'asseoir et d'écouter. On va sortir de l'émission par cette question en rapport avec l'amélioration du processus de promotion ou de promotion des droits de l'homme dans notre pays. Maître Louis Bernard Thieugueux, aujourd'hui, en observant la situation des droits de l'homme dans notre pays et dans le contexte qui est le nôtre, il y a certainement des aspects sur lesquels il va falloir agir dans le sens d'améliorer ces droits de l'homme de façon globale. Est-ce que vous les avez identifiés? Est-ce que vous avez ciblé? Il s'agira de faire quoi concrètement et comment pour que demain, lorsqu'il sera question d'évaluer les droits de l'homme, lorsqu'il sera question pour les organisations internationales d'apprécier l'État,
l'évolution des droits de l'homme dans notre pays, qu'on puisse gagner quelques points supplémentaires? Quels sont les meilleurs leviers? Je pense que l'ordonnancement juridique camerounais doit être revu. Et Duval, je ne pouvais pas quitter sur ce plateau sans vous faire part d'une incongruité en ce qui concerne le respect des droits de liberté dans le code pénal camerounais, qui est certes, je l'ai toujours décrié, une volonté du politique. Il y a une disposition du code pénal qui précise que toute personne disposant d'un domicile fixe ne doit pas être privée de sa liberté. Et c'est l'intention et l'esprit novateur de ce code de procédure pénale lorsque nous l'acclamions fort en 2007 lorsqu'il est entré en vigueur. Mais lorsque vous prenez cette disposition, dans la version anglaise de ce code, d'où le législateur s'est inspiré pour prendre les dispositions de cet article, on dit toute personne privée disposant d'un domicile privé doit être mise en liberté. C'est le droit qui correspond au MOSB. Mais dans la version française, on dit toute personne ayant un domicile fixe et connu peut être mise en liberté. Ce qui voulait dire en anglais can be. Comment dans le même code, vous pouvez avoir MOS, qui veut dire doit, et de l'autre côté, vous avez le peut, qui ouvre un champ de manœuvre inexplicable à la personne par devant qui vous vous trouvez. Et c'est ça que mon copanéliste l'évoquait tout à l'heure s'agissant des textes sur les manifestations publiques. Que ce texte, lui aussi, devait mettre l'administration appelée à recevoir les déclarations sous le coup de l'observateur et non de l'acteur principal. Lorsqu'on dit l'autorité administrative peut, si elle estime que la manifestation projetée peut porter atteinte à l'ordre public, et il peut soit modifier l'itinéraire ou changer le lieu ou refuser. Ça, c'est un champ de manœuvre, une liberté délivrée à un renard dans un poulailler. Et c'est sur cette fenêtre ouverte par la loi que lorsque l'autorité administrative bondit là-dessus, on se dit que dans la révision de ces dispositions devait engager le demandeur de l'autorisation qu'au cas où sa manifestation porterait atteinte à l'ordre public, qu'il en réponde lui-même. Ou si possible, exiger une caution préalable pour cette manifestation dont l'autorité administrative soupçonnerait qu'elle peut porter atteinte ou générer ou porter atteinte à l'ordre public. Cela devra permettre dans l'avenir que l'autorité administrative disposera de deux options. Soit imposer la conduite de l'événement, la protection des manifestants par des autorités de force de l'ordre à la charge de la personne ayant organisé la manifestation. Donc on met les forces de l'ordre à sa disposition à ses propres frais. Parce qu'il ne l'organise pas pour l'intérêt de l'administration, il a un intérêt générateur dans sa tête où il a conçu et les objectifs visés par sa manifestation. Soit dans un deuxième cas, on dit bon, on vous laisse la liberté d'organiser, mais si demain il y a quoi, vous répondez. Parce que si les dérapages sont sanctionnés avec sévérité, chaque fois que nos organisateurs seront appelés à projeter une manifestation, il devra prendre sur lui toutes les diligences, les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de débordement au cours de la manifestation. Mais également, compte tenu du passé dans lequel nous sortons en ce qui concerne la manifestation publique, il y aura anguille sur roche, que ce son de cloche soit perçu de manière positive de l'autre côté. Mais les associations appelées à lutter pour la protection des droits de l'homme ne doivent pas cesser de provoquer le politique pour qu'on arrive à l'amélioration. Depuis 2007, le MOS et le CAN, dans le même code, appliqués sur le même territoire, on se demande où est-ce qu'on va. Les sons de cloche ont été tirés
Alors que lorsque vous traversez le Mongo River, vous allez au sud-ouest. Le principe, c'est la liberté. La moindre chose, le magistrat vous demande, est-ce que vous avez un garant pour qu'il vienne prendre votre client en liberté. Mais ici, vous faites même la demande. Vous déposez près du juge d'instruction, auprès du magistrat, pour la demande de mise en liberté. Il vous dit que le texte me dit peut, pas doit. Donc j'ai mon pouvoir souverain d'appréciation. Et ça ouvre la fenêtre à ce que des injustices. À des injustices. On va s'arrêter là pour ce soir. Samuel Tan, infiniment merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous dans le cadre de cette émission. Merci Juval. Je rappelle que vous êtes juriste et vous êtes chef de projet à l'ONG Un Monde Avenir. Oui, c'est ça. C'est une organisation non gouvernementale qui travaille sur les questions de citoyenneté, de démocratie et des droits de l'homme. Oui. Merci Samuel Tan d'être venu. Merci beaucoup Juval. Maître Louis-Bernard Thieugueux, merci d'avoir échangé avec nous ce soir. C'est moi qui vous dis plutôt merci d'avoir pris la responsabilité sur vous de m'appeler sur ce plateau pour qu'ensemble nous discutions des problèmes d'actualité qui concernent notre cher beau pays, le 237. Merci Maître Louis-Bernard Thieugueux, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et on vous voit très souvent dans les causes en rapport avec les droits de l'homme sur le terrain, que ce soit dans les commissariats ou dans les prétoires, on vous voit très actif sur le terrain de la défense des droits de l'homme. Merci d'être venu. Merci également à toute la grande équipe technique qui a assuré la production de cette émission de 237 de débat. Dallas Chana, Carlos Minoué, Eric Watat. Et merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.